Très heureux de vous accueillir en direct sur mysefia.com et en direct également en présentiel. Toujours très heureux pour une nouvelle édition 2021 avec cette longue pause 2020. On respecte bien sûr les gestes barrières ici même dans cet espace conférence. Vincent Collard est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Ingénieur éco-conception Citeo, tous les emballages recyclables en 2030. Ça vous surprendra peut-être, il vous en parlera dans un instant. On parle bien de 2030. Mesurer la recyclabilité de vos emballages actuels et agir pour atteindre cet objectif. Eh bien, nous allons en parler ensemble. C'est à toi donc Vincent. Et on se retrouve pour les questions dans quelques instants. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver et qu'on puisse aborder ce sujet de la recyclabilité de visu, pas par Teams. Ça va être sympa. On va prévoir 1 heure là, donc je vais essayer de vous expliquer, répondre à 2 grandes questions ce matin. La première, c'est qu'est-ce qu'un emballage recyclable? C'est tout bête, mais en fait, c'est quoi un emballage recyclable? Comment on le sait? Comment on le mesure? Et puis le deuxième, c'est comment on atteint ces 100% d'emballage recyclable. Et c'est vrai que c'est on a tous ces dates de 2025, de 2030 qui se bousculent. On ne sait jamais laquelle est la bonne. Mais voilà, donc on va aborder cette question aussi de timing, de quel objectif on vise. Et là, je l'ai mis, la loi AGEC, c'est 2030. Donc ça, il ne faut pas oublier, l'interdiction des emballages non recyclables, c'est 2030. Hop, pour passer. Hop. Petite slide sur Citeo simplement pour vous redire pour ceux qui ne connaîtraient pas bien notre entreprise. On est une SA, donc on est une entreprise à but non lucratif. C'est relativement étrange comme modèle, mais ça existe. Donc on ne fait pas de profit. Le but, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 90, 1992 exactement, par des industriels. Pour les industriels, l'idée c'était de prendre en charge la fin de vie des emballages qu'on mettait sur le marché. Il y avait en Allemagne une initiative 1 an avant qui s'appelait la loi Töpfer, où l'État avait mis une taxe, avait imposé un certain nombre de mesures qui étaient assez loin du monde industriel. Et en France, les industriels se sont dit on va garder la main, on va créer une entité qui va gérer pour nous cette fin de vie des emballages. On sait que le recyclage n'est pas rentable par lui-même, qu'il manque des sous pour que ça vive et qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Soit c'est une taxe pour le citoyen, soit c'est les metteurs en marché, les gens qui mettent des produits emballés sur le marché qui vont payer une partie, soit c'est un mix des deux. Et c'est le mix des deux qui a été retenu. Et Citeo gère aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur, de gérer ce financement de la collecte, du tri avec les collectivités, avec votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour permettre tout le recyclage, tous les objectifs qu'on a atteints depuis et tout ce qu'on va faire encore ensemble. Citeo, c'est une entreprise donc, qui est également sous agrément d'État. Donc là, moi, j'ai un agrément, j'ai le droit de travailler jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et puis après, je devrais candidater pour être sélectionné pour à nouveau une période de 5-6 ans. Pour continuer à exercer ce métier qui est d'organiser le système. Et moi, plus spécifiquement chez Citeo, je travaille sur l'éco-conception, donc j'accompagne nos 30 000 clients sur leurs sujets techniques avec mon équipe pour faire des emballages qui ont moins d'impact environnemental en se basant sur l'analyse de cycle de vie, qui ont le choix des matières, la réduction de poids ou encore la recyclabilité qui est le sujet de ce matin. On travaille également par exemple sur comment faire des emballages standards réemployables qui soient aussi recyclables. Ça, c'est un des gros sujets qu'on a cette année. L'emballage ménager, c'est 5 millions de tonnes de matières qui sont mises sur le marché chaque année. Et c'est à peu près la même quantité qui arrive en fin de vie. Nos emballages ont une durée de vie quand même relativement courte. Donc c'est vraiment emballage ménager. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent à Citeo sur l'emballage industriel et commercial. La loi nous demande à ce qu'il y ait un système équivalent sur les cafés, hôtels, restaurants. Donc ça arrive à court terme. Et après, pour les industriels et commerciaux, aujourd'hui, il n'y a pas de système, c'est le marché qui fonctionne. Vous prenez un contrat avec un prestataire de traitement de déchets et voilà, vous allez gérer directement avec lui. Demain, il y aura une sorte de Citeo pour ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'emballage ménager. L'emballage ménager, 5 millions de tonnes. Emballage industriel, 7 millions de tonnes. Donc on est la petite moitié. Principalement dominé par le verre en tonnage. Largement dominé par le plastique en nombre d'unités. Pas de secret, c'est la densité du matériau. Le carton, très proche du plastique. Donc voilà, on va se dire, en poids, le verre est largement devant, suivi de plastique, carton. Nombre d'unités, c'est plutôt plastique, carton, loin devant. De l'alu, de l'acier, on les recycle aussi. Et puis encore 1% d'emballages qui sont dans d'autres matériaux qui divers et variés, du tissu, de la céramique ou du bois.
Sur ce 5 millions de tonnes, on est à un peu plus de 90% d'emballages qui sont déjà recyclables. Allez, première bonne nouvelle de la journée. On a déjà fait 90%, on n'est pas encore à 100%. Et en fait, là où il y a les plus gros enjeux, alors bien sûr, il y a ce 1% d'emballage qui n'est pas recyclable, qui est dans des matériaux divers et variés, le bois, le tissu, la céramique, par exemple, pour ne citer ou le cellophane, qui va avoir on prédit un beau développement dans les prochains mois, vu que la Commission européenne vient de déclarer que ce n'était pas un plastique. Hop, ça échappe à un certain nombre d'interdictions, même si c'est pas recyclable. Mais voilà, donc là, il y a un enjeu sur ce 1%. Mais le gros enjeu en tonnage et en nombre d'unités, c'est le plastique. On est à peu près à 65% d'emballage déjà recyclable. Pendant longtemps, on était à 50. Là, on va afficher un nouveau chiffre qui est 65. Donc il y a une progression. Il y a à peu près 15% où on a besoin de filières de recyclage. On va en parler. Il y a 3 filières de recyclage dont j'ai besoin et que je n'ai pas, et qu'on a du mal à faire enclencher. C'est le PET operculé, c'est le polystyrène et c'est le souple PP. Les 3 qui n'existent pas alors qu'on en a besoin pour construire cette économie circulaire. Et après, j'ai 20% d'emballages qui doivent évoluer, et ça couvre 2 réalités. En réalité, c'est 20%. Il y en a certains où il y a des travaux d'éco-conception en cours. Je n'ai toujours pas la clé pour faire basculer le marché, mais on y travaille, on a des appels à projets, on a de la R&D en propre. Pareil, on va en parler. Et puis, j'ai un autre... Là-dedans, j'ai aussi des emballages où j'ai la solution, mais le passage à l'étape industrielle est un peu compliqué. Ça prend du temps. Parfois, changer sa ligne industrielle, ça prend du temps, ça coûte cher. Je n'ai pas les ressources. Donc forcément, ça va s'inscrire dans le temps, mais on a la solution et maintenant, il faut basculer. Et ça, c'est plutôt accompagné à la fois par les équipes Citeo et à la fois par le tarif. Forcément, notre tarif vise aussi à aider ces basculements en créant des différences de prix. Tout ça nous amène à un 70% de recyclage. Donc 90% d'emballage recyclable, 70% de recyclage. On voit bien, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Le geste de tri du consommateur, le tri, l'efficacité du tri en centre de tri, l'efficacité du recycleur. Donc forcément, il y a un impact. Et une vraie différence par matériau. Et là, le chiffre qui fait bondir, c'est forcément le 4% de barquettes de film plastique, qui est toujours très bas, parce que c'est assez nouveau. Mais mine de rien, c'est assez nouveau. Il y a encore que 50% des Français qui ont le droit de les trier, et 50% qui ne peuvent toujours pas les trier. Donc déjà, on perd la moitié. Et puis, on a vu sur le plastique, là, on a un certain nombre d'emballages qui ne sont pas encore recyclables, où on doit basculer. Et donc forcément, ça nous emmène sur des chiffres plutôt bas, qu'on va essayer de booster, parce que ce n'est pas acceptable de garder ce chiffre plutôt bas dans le temps. Et on comprend, quand on voit ce chiffre-là, que le législateur forcément fait un focus sur le plastique en termes d'objectifs et d'interdictions. Juste un dernier mot, le recyclage est intéressant environnementalement. On fait étude sur étude, ça fonctionne, on fait le réemploi, on permet de réduire l'impact environnemental global de notre industrie, le recyclage aussi. C'est vraiment des actions qui sont vertueuses, et donc on contribue à réduire les émissions carbone de la France en faisant ça. Et puis plus on arrivera à boucler la boucle, à remettre ce recyclé dans vos emballages, ça va contribuer encore plus. Petit contexte réglementaire. J'ai dit, il y a 2 dates qui circulent, la 2025-2030. C'est important qu'on le clarifie. La loi AGEC, donc ça date de février dernier, pas cette année, l'année d'avant, nous dit 2030, l'emballage sera recyclable ou ne rentrera pas sur le marché. La règle est claire. Il y a des sanctions qui sont prévues si on ne l'atteint pas. Individuelles, donc chaque entreprise sera ciblée si elle met des emballages non recyclables sur le marché. Donc ça devient clé. Ce qui a créé de la confusion, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le décret 3R, qui a été publié il y a quelques semaines maintenant, qui nous dit ce serait bien de tendre vers 100% recyclable sur les plastiques en 2025. Mais il n'y aura pas de sanction si vous ne le faites pas. Donc on a cette obligation en 2030, et il y a une direction, une trajectoire que les pouvoirs publics veulent insuffler, qui dit sur les plastiques, il faudrait être un peu plus rapide que ça, parce que vous partez de plus loin. Et ce serait bien de tendre vers ce 100% dès 2025, ce qui est concrètement très difficile à faire, parce qu'il n'y a pas le temps industriel pour construire les usines, pour y arriver. Mais voilà, donc il y a vraiment ces 2 dates qui circulent, il faut bien penser à l'obligation qui est 2030. Et nous, tout le travail, on a chez Citeo, on a des gens qui fabriquent des produits alimentaires, par exemple, des produits cosmétiques, qui vont les emballer, qui vont les vendre. Mais on a aussi la distribution. Le but, c'est qu'on reste, nous, industrie alignée là-dessus, industrie et commerce alignée.
pour pas aller plus vite que la musique. Ça sert à rien de mettre objectif 100% de mes emballages recyclables en 2023. Ça va juste capoter. L'objectif ne sera pas atteint parce qu'on n'est pas capable de suivre derrière. Ça veut quand même dire qu'il faut être ambitieux. Construire une usine de recyclage, parfois ça prend du temps et on est un peu dans une situation où tout le monde se regarde en se disant est-ce que c'est l'autre qui va faire et pas moi? Parce que ça coûte cher. On a tous envie d'avoir ces 3 filières de recyclage, de sauver le PP souple, de sauver le PS, de sauver le PET operculé, mais personne n'investit, personne n'y va. Donc maintenant, comment on déclenche? Et ce personne n'y va peut durer longtemps. Donc c'est quand même ça le coup de fouet de ces dates-là, 2025-2030, où il faut que ça déclenche. Il y a d'autres objectifs dans la loi AGEC. Il y a des objectifs de réduction, il y a des objectifs de plastique notamment, mais plus globalement de matériaux. Donc il faut continuer à réduire le poids. Des objectifs de réemploi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de Citeo doit mettre 14 millions d'euros par an sur le réemploi. C'est énorme. Hein. On va devenir du jour au lendemain premier acteur du réemploi en France, dans l'emballage, en compétition avec Loop, pour ceux qui connaissent le modèle Loop sur Paris. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur d'argent. Donc c'est énorme et il y a une vraie volonté politique de le développer. Donc il faut trouver les endroits où c'est malin de le faire et comment nous on peut aider avec ces sommes-là. Et la première action, ça va être de développer des emballages standards. Un emballage, ou enfin une gamme de 10 emballages qui seraient communs à plusieurs enseignes de distribution pour faciliter le réemploi entre elles. Qu'on ne soit pas tout le temps à chercher, tiens, c'est la barquette Carrefour ou c'est la barquette Monoprix ou la barquette Système U. Donc ça, c'est vraiment la première action concrète. Mais voilà, donc un cadre français qui est assez clair. Le cadre européen est en train de se préciser. Ça lui plaît bien, l'Europe, ça leur plaît bien, cette idée de 2030 tous recyclables. Ils l'ont déjà écrit dans des textes non réglementaires, dans des textes de stratégie. Donc comme la directive qui encadre les emballages, le droit européen sur les emballages est en train d'être révisé, on s'attend à ce que ce soit mis dedans. Donc ce décret 3R, vraiment, on va très vite, réemploi, recyclage, réduction. Voilà, on retrouve les 3 R, les 3 thèmes qui sont au cœur de la politique française aujourd'hui sur les emballages. Donc ces 2 questions, qu'est-ce que ça veut dire recyclable et comment on atteint ce 100% maintenant? Quand on regarde ce que veut dire recyclable, en fait, il n'y a pas de définition réglementaire. Ça paraît tout bête, il faut 100% recyclable, mais personne n'a pris le temps de le définir correctement. Il y a 2 normes qui peuvent nous éclairer. Il y a une norme technique qui nous dit un petit peu comment mettre en place la démarche, s'assurer que j'ai bien fait les choses dans le bon ordre pour savoir si mon emballage est recyclable, mais qui ne va pas dans le détail. Qui ne me dit pas combien j'ai le droit de VOH dans mon emballage PP, pour être concret, très très concret. Combien de plastique j'ai le droit dans mon emballage carton. Donc ça ne va pas dans ce détail-là. Et donc forcément, il faut autre chose. Il y a une norme aussi d'allégation environnementale. Comment je peux dire au consommateur que c'est recyclable? Mais pareil, elle ne va pas dans le détail. Elle dit il y aura bien quelqu'un qui va nous faire la règle technique. Moi, je vous dis simplement comment le communiquer. Et donc ça, ces 2 manques font qu'on a besoin, il y a un flou. Et à côté de ça, on a X initiatives privées et publiques qui arrivent en parallèle avec des définitions contradictoires. Alors il y a des noms qui vont peut-être vous parler. CPA, Circular Plastic Alliance, le Pacte Plastique avec la Fondation Ellen MacArthur, Cyclos, certains ont vu vous avez peut-être des certificats Cyclos qui circulent, Interzéro, Suez Circpac, enfin, Recyclas, il y en a plein. En France, on a le COTREP, le CEREC, ça doit vous parler, c'est des organismes à but non lucratif qui cherchent justement à faire augmenter la connaissance sur la recyclabilité des emballages plastiques et cartons. Mais voilà, donc il y a un foisonnement de définitions de recyclable. Le petit dernier s'appelle Yuka. Et on va demander aux consommateurs de savoir si c'est recyclable ou pas. Je vous laisse deviner, vous êtes consommateur et vous mettez à la place et vous demandez si c'est recyclable ou pas. On les accompagne, heureusement, ils sont ouverts et ils sont venus chercher Citeo pour dire attendez, on va essayer de construire un truc intelligent quand même. Parce qu'on sait que c'est complexe. Et du coup, ce qu'on a fait chez Citeo, on s'est dit on ne peut pas rester dans ce flou, on ne peut pas être inactif sur ce sujet-là. On a fait, depuis 1 an et demi, on a construit une méthode pour définir ce que c'était que la recyclabilité, partagée avec nos parties prenantes. Alors tout le monde n'est pas d'accord à 100% avec ce qu'on a proposé, ce n'est pas dans la loi, mais au moins on a une méthode qui a été éprouvée, finalement, discutée pendant 1 an et demi avec les parties prenantes, et on pense qu'on est un consensus qui peut aider la filière à avancer et même la réglementation à se clarifier. On le défend au niveau français comme européen. Cette définition de recyclable, elle porte sur 5 étapes, c'est-à-dire qu'il faut que l'emballage soit recyclable dès le départ. C'est là où nous, on doit être 100% recyclable.
Ensuite, il faut qu'il soit collecté. C'est l'extension des consignes de tri. Trié. Il faut qu'on le reconnaisse dans le centre de tri. Un exemple, hein, vous avez tous en tête parce que ça fait du bruit, l'emballage noir standard qu'on n'arrive pas à trier en centre de tri. Il faut qu'il soit recyclé. Donc là, on va regarder les règles concrètes du COTREP, du CEREC pour savoir si ça marche ou pas. Il faut qu'il y ait des débouchés à cette matière recyclée, dans l'emballage ou dans un autre circuit. Ça peu importe tant qu'on crée de la valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les bouteilles en PET colorées, la Badois, la Perrier, on en fait de la fibre pour le bâtiment. Alors certains me disent ah, c'est dommage, ça ne retourne pas dans l'emballage, c'est pas technique. C'est une fibre qui fait 3 grammes au 10 km. C'est hyper technique. Si on fait encore de la fibre en Europe, c'est parce qu'on est hyper technique et on ne s'est pas fait piquer les marchés par les Turcs ou la Chine. On a réussi à garder une industrie parce qu'on fait hyper technique et c'est intéressant. Moi, j'ai rien contre ça. Il y a une valeur, ça fonctionne, très bien. Et voilà, donc c'est toutes ces étapes-là qu'il faut pour définir ce que c'est recyclable. Et concrètement, quelle est notre définition? C'est un travail en 6 étapes. Il y a une 0 et 1, 2, 3, 4, 5. 0, je vais passer très vite, c'est comment l'emballage atterrit dans la poubelle de tri. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 95% des Français qui laissent l'opercule sur la barquette. Donc moi, forcément, la recyclabilité, je regarde l'opercule et la barquette ensemble. Parce que c'est comme ça que ça arrive chez le recycleur et dans le centre de tri. Sur le pot de yaourt, j'ai 30% des Français qui me remettent l'opercule dans le pot, etc. Donc je suis obligé de regarder voilà, quelle est cette combinaison qui finit dans le bac jaune pour faire mon analyse. Étape 1, définir la famille. Règle simple, vous êtes au-dessus de 50% d'un matériau, vous êtes de la famille de ce matériau. Donc on entend plein de choses. Est-ce que par exemple un emballage avec 55% de carton, est-ce qu'il est recyclable dans la filière carton? Oui. Ça ne me répond pas à la question recyclable par recyclable, ce 55% de carton, mais ça me dit je suis de la famille carton. Donc maintenant, je vais plutôt aller voir la table de recyclabilité du carton pour savoir si je suis recyclable, l'étape d'après. Deuxième étape, savoir si je suis triable et recyclable. Est-ce que dans un centre de tri, on arrive à m'isoler, à m'orienter au bon endroit? Est-ce que chez un recycleur, j'arrive à être transformé en matière première recyclée? Deuxième bonne nouvelle, l'extension. Donc on est à 50% des Français en extension. On peut tout trier dans le bac jaune. Nous, ça nous aide très concrètement. Ça nous aide à quoi? C'est-à-dire que j'ai la main sur tous les déchets, même des choses non recyclables. Je peux aller les chercher, je peux les emmener faire des tests, des pilotes avec des gens du recyclage pour espérer demain créer une filière. Avant, je ne l'avais pas. C'était dans le bac gris, ça partait mélangé avec des restes alimentaires, des couches sales. Je n'avais pas envie d'aller fouiller dedans. Là, je les ai, je peux bosser. Ça, c'est les filières qu'on imagine en 2025. Alors, c'est à photo à date. Hein. Ça peut changer. C'est 2025, je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est notre connaissance de tous les projets qui sont en cours qui peuvent s'industrialiser d'ici 2025 ou qui existent déjà. Vous retrouvez des matériaux hors plastique, verre, acier, alu, carton, brique. On les a déjà aujourd'hui, ça se confirme, on va les garder. Vous avez les bouteilles PET claires, bouteilles PET colorées, ça c'était déjà le cas. Bouteilles PET opaques, petit nouveau. Filière, vous avez peut-être vu la bouteille grise chez Intermarché, elle arrive chez Carrefour. On arrive à boucler de la bouteille de PET blanche vers la bouteille PET grise, à cause de la couche de noir à l'intérieur. Rigide en PE, rigide en PP, souple PE et les rigides PET non operculés, barquettes de fraises, de tomates cerises. J'ai 3 cases en orange, que je n'ai pas encore la solution, parce que je n'ai pas l'usine de recyclage, très concrètement, je n'ai pas mis en place le tri. PET operculé, PS, souple PP. Mais je les veux. Je ne sais pas faire l'économie circulaire sans ces 3-là. Donc on démultiplie les efforts en éco-conception et en recyclage sur ces 3 filières. Désolé pour les couleurs, ça ne ressort pas comme sur mon écran. Ça veut dire, à contrario, qu'il y a des choses qui sont en rouge à date. PVC, PLA, basamidon, tout ça, c'est en rouge à date. Est-ce que ce sera toujours en rouge en 2030? En fait, mon message, c'est oui, si vous ne prenez pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai un projet de recyclage, par exemple, sur le PLA, accompagné par Citeo, porté par Danone. C'est vraiment des entreprises agroalimentaires qui se disent tiens, je veux continuer d'explorer, je veux donner une chance à un autre matériau qui n'est pas là, qui n'est pas coché en vert ou en orange. Bah, j'y vais. Je n'attends pas qu'un quelqu'un du déchet y aille, qu'un recycleur y aille. J'y vais moi, j'initie, je tente. Et oui, ça marchera comme ça. Sur le compostage,
La France va devoir gérer les biodéchets des Français, donc les déchets de cuisine des Français, d'ici 2 ans maintenant. Par contre, ce n'est pas une filière qui est faite pour les emballages. Elle n'est pas du tout pensée pour nos emballages. Elle est pensée pour les déchets de cuisine. Et donc là, on regarde s'il y a certains cas qui sont pertinents, qu'on peut garder en compostable. Et généralement, c'est quand il y a pour le plastique en tout cas, c'est quand il y a des restes organiques à l'intérieur. Le sachet de thé, la capsule de café, le sac fruits et légumes dans lequel je vais mettre mes épluchures. Ou je vais mettre mes déchets de cuisine pour le transporter jusqu'au bac de compost. Là, ça peut être intéressant. Donc ça, on regarde ça, comme on peut aider à ce niveau-là. C'est pas intéressant pour une barquette où il n'y a rien dedans à la fin. Je préfère la recycler. Même d'un point de vue environnemental, d'un point de vue analyse de cycle de vie, c'est mieux de la recycler ou de la réemployer que de la composter. Et puis il y a une question sur le bois. Parce que le bois a plutôt des bons impacts quand on modélise en analyse de cycle de vie l'emballage. C'est pas mal en impact environnemental. Mais comme il n'y a pas de filière de recyclage pour les emballages ménagers, il serait interdit en 2030. Donc forcément, on regarde est-ce qu'on peut avoir une voie de compostage, une voie de recyclage pour ce matériau, parce qu'il n'est pas inintéressant du tout. En économie circulaire, j'entends. Et voilà, et donc pour créer ces filières de recyclage, pourquoi ça ne prend pas? Parce que souvent des questions économiques et techniques. Il faut à la fois résoudre des problèmes, des questions techniques qui ne sont pas complètement résolues, mais il y a aussi tout un volet économique qui investit, qui perd de l'argent les 2 premières années ou 3 premières années de l'usine, ce qui est de la vie industrielle. Et aujourd'hui, ça démarre pas. Donc c'est vraiment le sujet du moment chez Citeo, c'est créer l'électrochoc pour que ça démarre. Voir si ça démarre chez une entreprise qui décide de devenir recycleur de ce type d'emballage, ou si on arrive à créer un collectif d'investissement via Citeo, via un fonds d'invest, peu importe, ça m'intéresse un peu moins, mais voir comment on peut créer cette dynamique pour avoir ce financement et que ça démarre. Pour voir si mon emballage est recyclable, donc là vous avez les filières, ensuite vous allez voir le COTREP, le CEREC et les autres organismes pour savoir si votre emballage est recyclable. Là vous avez des colonnes vert, orange, rouge qui sont publiées par Citeo. Si vous êtes client Citeo, vous avez un petit outil qui s'appelle Tri qui vous mâche le travail. Bientôt on le diffusera aux fabricants plus largement. Et voilà, et donc là vous pouvez voir si vous remplissez les colonnes ou pas. Si vous êtes en vert ou en orange, vous êtes recyclable et ça passe, cette étape-là. Ce n'est pas des bases qui sont exhaustives, parce que j'ai forcément des priorités, je n'ai pas eu le temps de tout tester, j'ai un budget, j'ai des moyens humains, même si ça va faire maintenant 12 ans que je suis au COTREP, que j'essaie de faire avancer les choses, mais voilà, on fait des choix chaque année, et chaque année on doit prioriser les nouveaux sujets, et en plus comme on est dans une industrie qui innove beaucoup, chaque année il y a des nouveaux sujets en plus à prendre, donc c'est chouette, c'est vachement chouette qu'on innove, mais il faut prendre le temps de prendre les sujets un à un ou décider collectivement qu'on muscle ses organes pour traiter plus vite les sujets. Mais voilà, aujourd'hui, on fait avec les moyens qu'on a pour avancer. Concrètement, ça ressemble à ça. Alors là, ça, c'est un exemple sur le système de fermeture sur bouteille PET, mais vous l'avez sur Internet, www.cotrep.fr. Et vous l'avez pour chaque matériau, et comme ça vous permet de voir où vous vous situez. Étape 4, étape 5 de la méthode. On a cherché à aller un peu plus loin avec le pourcentage de matière qui concrètement va être recyclée. Quand j'ai une bouteille d'eau qui arrive chez le recycleur, je ne recycle pas l'étiquette. Donc j'ai un taux de recyclage qui est autour de 96%. Quand ce matin, je parlais des tubes carton plastique. Allez, on va imaginer qu'il y a 51% de carton, 49% de plastique. C'est le mieux qu'on peut s'imaginer à date. Je vais recycler que le carton, je vais recycler que 51%. Donc voilà, c'est pouvoir avoir aussi cette information-là qui est intéressante de combien de matière vraiment je vais pouvoir sauver dans l'emballage. Et dernière étape, c'est simplement de croiser les infos. Comment je sors un niveau de recyclabilité entre mon classement vert, orange, rouge et le pourcentage de recyclé. Ce qui me donne concrètement ce type d'analyse. Le cavalier carton du yaourt qui est recyclable à 96%, niveau 1, et le pot de yaourt qui est pas recyclable à date, filière en développement. J'ai besoin de la filière PS, je ne l'ai pas encore. Donc il n'est pas recyclable, il est à 0, il est niveau 4. Niveau 4, c'est filière en développement. Je ne veux pas dire, c'est pas comme quelque chose qui perturbe, je le mets à part. Et ça, vous le retrouvez dans notre outil Tri. Comment maintenant que je sais définir recyclable, comment je vais vous aider à faire 100% d'emballage recyclable? Vous avez vu, on en a parlé déjà un petit peu, il y a les 3 filières de recyclage que je veux créer sur le plastique, ça c'est un gros enjeu. Et on va allier éco-conception et recyclage. La filière PET operculé, le jambon, la viande, le fromage,
elle ne verra pas le jour si on n'a pas des progrès en éco-conception et en recyclage. J'ai besoin des deux. Et du coup, là, c'est l'appel à projet 2018 qui est toujours en cours, où on a pris un certain nombre de projets avec les clients. Vous avez un certain nombre de logos. Hein. C'est des gens qui ont candidaté, qui ont été retenus par un jury externe pour trouver la solution. Et donc, c'est des chouettes projets. Alors, pour en citer quelques-uns, sur le plastique, je vais parler du carton après. Ça va être des sleeves. On va travailler sur le sleeve des bouteilles. C'est un des derniers problèmes qu'on a au recyclage, le sleeve. Ça pose un certain nombre de problèmes de tri et de recyclage. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire un sleeve qui a une perforation. Pas pour le consommateur, mais pour que le manchon s'arrache lors de la collecte et du tri. On va se servir des frictions, des compactions d'emballage pour faire exploser ce manchon et qu'on ait une bouteille toute nue par la suite. Donc ça, c'est en course. Résultat cet été. Sur le verre, là, on travaille sur trouver une alternative à la coiffe PVC sur les bouteilles en verre, parce que ça limite la valorisation énergétique de ces petits bouts de plastique chez les verriers. Sur les barquettes, le gros enjeu, c'est l'opercule. Comment je trouve un opercule compatible à une barquette PET qui doit souder, peler et être recyclable. Enfin, et permettre le recyclage de la barquette. Pas facile. Hein. On s'y casse les dents depuis 2 ans, mais on avance, il y a des progrès, ça dépend des produits, c'est hyper complexe. Le gras végétal, le gras animal, les pâtes soudure qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc on creuse ça et on trouve des solutions petit à petit pour les produits, mais on n'est pas encore au bout de l'histoire. Et puis, un projet sur le pot de yaourt en polystyrène. En fait, je ne sais pas si certains acteurs dans la salle sont là-dessus, mais la banderole papier aujourd'hui du pot polystyrène est essentielle. C'est elle qui va permettre que la palette ne s'écrase pas sur elle-même. Ça va donner la résistance au pot. Mais du coup, on en met un paquet avec un paquet de colle pour que ça tienne. Au recyclage, c'est tout ça que je perds. C'est dommage. Donc là, on est en train de faire on essaye d'inventer l'IML PS sur PS. Ça, on n'a plus de colle. On vient juste coller par la chaleur une étiquette, un décor sur un pot PS dans une ligne FFS classique. Et on pousse le bouchon jusqu'à essayer de faire l'opercule en PS également. Comme ça, on aura vraiment du 100% au cas où le consommateur le remette dedans. Sur les souples, il y avait un sujet intégration de recyclé, la Dodiplast tout au bout avec la Redoute. En fait, on s'est rendu compte que dans la vente à distance, les vêtements emballés dans un film plastique, il y avait très peu de recyclé. C'était souvent du PEHD, donc pas forcément du PEBD, qui est la qualité numéro 1, le grade qu'on retrouve en recyclé. Et en plus, il n'y a quasiment jamais de recyclé dedans. Donc on essaie de comprendre les contraintes qu'avait ce secteur-là pour en mettre. Il y en a plein, hein, le routage c'est compliqué. Et donc voilà, pour pouvoir mettre du recyclé, non alimentaire. Hein. Et puis là, on a 2 projets qui sont, on va dire, pour explorer ce qu'on a le droit de faire en termes de barrières sur le PE. Et ce qu'on peut faire avec des PEHD, des OPE, des MDOPE, une nouvelle structure, un nouveau type de grade de PE, qui nous permettent de remplacer concrètement du PET-PE, des complexes PET-PE qui nous permettent de remplacer certaines pièces en PP. La poignée du pack d'eau. La poignée du pack d'eau, c'est du PP avec du papier dessus. Est-ce que je ne peux pas faire ça en MDO avec une mousse PE? Les doigts pack. Doigt pack, stand de pouch, c'est du PET-PE, le standard du marché. Je peux pas. Servons-nous du MDO pour le faire. Là, un des sujets qu'on discutait avec mon équipe la semaine dernière, c'est le monde de l'étiquette. J'aimerais bien qu'on commence à creuser ce MDO pour le monde de l'étiquette. Une étiquette MDO sur une bouteille de lait en PE, c'est quand même hyper sympa pour le recyclage, plutôt que du papier. Sujet qui n'est pas encore exploré. Juste pour finir, on a aussi un projet de recyclage sur le PE qui mérite d'être mentionné, c'est qu'on essaye de faire du retour contact alimentaire sur ce PE film par voie mécanique. On a aujourd'hui des limitations au niveau européen, c'est-à-dire que l'agence sanitaire européenne nous dit « j'ai pas le temps de regarder ce que vous faites ». Ils commenceront à regarder en 2023. Donc voilà, donc nous on essaye d'être prêts et de leur offrir un dossier clé en main sur du procédé de décontamination du PE au recyclage. Dans le film, parce que c'est des films qui sont très peu au contact des aliments, c'est surtout un sujet d'encre, d'impression. Et donc il y a des moyens de désancrer, notamment avec le CO2 supercritique, avec des solvants. Et donc on essaie de creuser ça, de comment on pourrait faire un RPE, contact alimentaire, mécaniquement, pour ouvrir le marché, les débouchés. On a de la R&D en propre également. Donc là, c'est le COTREP, pour citer un organisme que j'ai déjà cité. Ça, c'est les travaux 2020. On peut parler de travaux 2021 si vous voulez, mais voilà, pour vous dire à peu près sur quoi on a bossé.
On est en train de créer une ligne de recyclage de 50 kg de film. Ça n'existe pas. Les lignes de recyclage, c'est des sites industriels. C'est très compliqué à mobiliser. Là, on va faire une petite ligne. Enfin, elle existe déjà chez IPC à Oyonnax. Petite ligne. Dedans, je peux reproduire ce qui se passe chez le recycleur, mais seulement avec 50 kg de matière. C'est la taille critique pour que ce soit représentatif. Et donc, c'est assez sympa pour aller tester des barrières, pour aller tester des nouveaux grades et voir ce qui se passe. Et donc là, les aviers EVOH et PP arrivent. Et ensuite, on va enchaîner avec nylon, PVOH, métallisation. Donc là, c'est l'année des barrières au Cotrep. Les pots PET remplissage à chaud, qui sont intéressants pour la compote, qui sont intéressants pour certains fromages. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas avec les bouteilles, malheureusement. Mais on va continuer de creuser, voir comment on pourrait faire que ça marche. Les manchons, on en a parlé. Les gourdes, gros sujet de l'année dernière. Est-ce que le basculement des gourdes complexes vers du PE ou du PP, ça fonctionne ou pas en termes de recyclage? Donc là, on a publié un avis là-dessus, après des tests industriels. Et puis les opercules PET sur PET, on a longtemps dit que c'était KO. Et aujourd'hui, depuis 2021, on a la solution. Et la solution d'ailleurs, c'est on est allé voir les futurs recycleurs de barquettes PET operculés et on les fait investir dans une machine qui va nous permettre de sauver ce type d'opercules. C'est vraiment, ça illustre bien tout ce travail éco-conception recyclage. C'est que ça ne marchait pas avec les projets de recyclage tels que je les connaissais. Et donc on va jusqu'à faire investir une machine au recycleur, ils sont d'accord, vu que les lignes n'existent pas encore, pour pouvoir gérer ce problème et du coup pour pouvoir ouvrir des possibilités de conception au marché. Sur le carton, on regarde aussi pour des emballages qui ne pourraient pas être recyclables en plastique. On regarde s'il y a des switches qui sont possibles. Les gros sujets, c'est de la fonctionnalité, la transparence, la barrière. Donc là, le projet phare, c'est la chromatogénie. Donc là, la chromatogénie, on va rendre hydrophobe le carton, sans plastique, qui ne va plus aimer l'eau, et donc on va faire la barrière à l'humidité. On va apporter de la transparence, essayer de faire des sachets transparents et barrières pour Haribo, par exemple. Pas facile. On va regarder les questions des calages. Aujourd'hui, on constate souvent le calage en polystyrène expansé, les gens le remettent dans le carton après avoir déballé le produit. Alors une piste, c'est de l'éduquer, le consommateur. L'autre piste, c'est de dire je vais faire un emballage tout carton quand c'est possible. Et donc on regarde ce qui est possible de faire en faisant mousser le carton ou avec la cellulose moulée. Et puis le routage alternatif, alors c'est pour les journaux, c'est très particulier, mais c'était qu'on avait un grand nombre de journaux de collectivités que vous recevez chez vous et vous remettez directement à la poubelle, encore emballés. Ça, on en trouve tout le temps, des gens qui n'ouvrent même pas le blister. Et donc forcément, ça pose problème au recyclage, soit du plastique, soit du journal. Et donc là, on fait un blister qui est transparent en papier, qui arrive à résister mécaniquement au routage, qui est violent, mais voilà, et qui permet du coup de recycler l'ensemble quand il n'est pas ouvert. Donc voilà, en conclusion, vous comprenez, la recyclabilité, il faut le faire. On n'a pas le choix, c'est la loi, mais en même temps, il y a un vrai intérêt environnemental de le faire ensemble. Nous, on est là, Citeo, pour vous accompagner, pour vous aider, pour lancer des projets quand il y a besoin, qu'on vienne avec vous le travailler, qu'on fasse aussi le collectif plutôt que chacun individuel. Mais voilà, c'est vraiment une étape, c'est vraiment un sujet, la recyclabilité, qui implique chaque maillon de la chaîne. Donc ça demande que le consommateur trie dès le départ. Ça demande que le centre de tri soit fait pour trier, fonctionne, que votre emballage passe cette étape-là. Ça demande que l'emballage passe le recyclage et qu'on ait des débouchés. Et donc voilà, c'est vraiment tout ça qui fait que ça fonctionne. Donc nous, on est actifs à chaque maillon, mais forcément, vous, il y a des maillons qui vous parlent un peu moins que d'autres. Enfin voilà, comment votre emballage se comporte au centre de tri, c'est toujours un peu difficile quand on ne connaît pas. Donc vraiment, voilà, nous, on essaie de faire ce lien-là pour qu'in fine, on vous donne les bonnes pratiques, ce qui ne marche pas, et qu'on avance, et qu'on comble les trous dans la raquette, ce qu'on n'a pas encore testé, selon vos priorités, et selon les priorités des marchés, selon les priorités des recycleurs. Voilà, on croise tout ça et on se dit, chaque année, on prend tel sujet, on débloque et on avance. Merci. Merci. Ouais. Applaudissements. Vincent Collard, ingénieur éco-conception chez Citeo. Voilà, j'aurais appris quelque chose. C'est vrai que ça peut m'arriver aussi de déposer mes prospectus avec le plastique. Je ne savais pas que... du coup, on perd les deux. Pas bien. Ouais, enfin, voilà, souvent, on perd les deux. Sauf si un peu par chance, il s'ouvre.
Voilà, c'est le moment d'échanger avec Vincent Collard. Merci d'être avec nous. Vous êtes peut-être en direct sur mycefia.com. Vous êtes nombreux ici même en présentiel en respectant les gestes barrières, une chaise sur deux. Merci d'être nombreux également pour cette première conférence de cette journée. Vous avez la parole. Je vous laisse poser vos questions. Levez la main et je vous rejoindrai masqué. Voilà, monsieur là-bas, je vous rejoins. Il y a une question sur le chat de mycefia.com de Rosine. Il me semble que le PVC issu du bâtiment est recyclé dans des filières, peut-être pas au niveau national. Pouvez-vous en dire plus? Oui, complètement. Le PVC, que ce soit en revêtement de sol ou fenêtre, est recyclé. Il y a des usines de recyclage, il y a de la collecte. En fait, on a essayé l'emballage ménager PVC de le recycler avec ses fenêtres, avec ses dalles de sol, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais expliquer pourquoi. J'ai à peu près 20 000 tonnes d'emballage PVC sur le marché français. J'ai 150 centres de tri. Alors déjà, vous imaginez, ça fait 2 camions par an. En logistique, c'est complètement dingue, et en coût, c'est complètement dingue. Mais imaginons qu'on arrive à combler ça. On a essayé de les mettre avec les fenêtres, mais ce n'est pas du tout les mêmes grades. Pas du tout les mêmes types de PVC, en fait. C'est une grande famille, le PVC. Et donc, ça ne marchait pas. Donc, il fallait créer une usine de recyclage chimique. Alors, on a une chance dans le PVC, c'est qu'il y en a une en Italie qui existe. C'est un des rares matériaux où il y a une usine de recyclage chimique en Europe. On a testé avec l'usine de recyclage chimique, ça marche plutôt bien. Mais encore une fois, aller jusqu'en Italie pour 20 000 tonnes, ça ne marche pas. Économiquement, ça n'a aucun sens. Et même environnementalement, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc on s'est dit, on a mis un peu un ultimatum à la filière en disant, soit on déclenche cet investissement, ce création, en copier-coller de cette usine de recyclage chimique en France, soit on arrête le PVC et on passe à autre chose. Donc ça, on est allé au bout de ce truc-là et finalement, ça n'a pas déclenché et on n'y va pas. Deuxième sujet du PVC, c'est qu'il a tendance à aller un peu partout dans les centres de tri et à venir nous perturber le recyclage de tout le reste. Et pourquoi? Parce que dans le PVC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le PVC, mais le PVC, c'est du sel. Il y a beaucoup de sel à l'intérieur, beaucoup de sel marin. Quand je brûle du sel, ça fait de l'acide chlorhydrique, donc ça ronge le métal. Bon, bonjour les usines de recyclage autres, voire ça ronge le plastique, par exemple, si ça se mélange au PET. Et après, si je le chauffe encore un peu plus, ça devient de la dioxine, donc des traitements fumés qui sont très lourds. Et donc voilà, donc, face à cette pollution des autres filières, plus le fait qu'il n'y ait pas un vrai élan d'investissement sur le PVC, sur le recyclage, on a dit non, fini, maintenant on doit en sortir. Et je pense qu'on n'est pas le seul pays à faire cette décision-là. Merci. Nouvelle question. Je voulais savoir comment ça se fait qu'encore en 2021, il y a une mise en marché encore de produits qui sont non recyclables, non valorisables, et non triable au niveau des centres de tri. Ça existe encore. Et le complément, c'est qu'en tant que Citeo, vous êtes un peu jugé parti. Et comment vous allez faire vis-à-vis de vos financiers pour arriver à les faire changer dans ces... On vend encore du Barex, on vend encore du PVDC dans pas mal de choses. Et derrière, on sait ce que ça fait dans les centres de tri. Et je ne parle pas de tout ce qui est PLA, biodégradable, biosourcé, bio-machin, qui mettent un bazar pas possible et qui ne sont pas recyclables. Alors oui, on peut aller dans le détail. Le PVDC, d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un no-go sur le PVDC. Et dans certains cas, moi, ça ne me gêne pas tant que ça. C'est intéressant, on peut aller dans le détail. Mais en fait, moi, je suis une entreprise privée. J'ai aucun pouvoir de venir vous interdire. Si je vous dis j'interdis le PLA ou le PVC, peu importe, vous m'assignez au tribunal et vous gagnez. Donc je peux faire un tarif rédhibitoire. Mais en même temps, mon tarif, il va peser. C'est quand même important. Le tarif Citeo, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes amusé à faire le calcul. Enfin, amusé, c'est un gros mot. Si vous avez fait le calcul de combien je représente par rapport au prix d'un emballage vide, tarif Citeo. C'est entre 10 et 20%. Je suis un facteur de coût important aujourd'hui à fin de vie. Donc oui, quand je vous malus, ça peut monter à 30-40% du prix de l'emballage. C'est déjà énorme. Et pourtant, il y a des gens qui restent en PVC. Malgré ce signal-là. Et ça, c'est forcément, vous mettez à la place de Citeo, moi je continue d'accompagner. Je pense d'ailleurs que le tarif, ce n'est pas la seule solution. Je comprends tout à fait, on en parlait juste avant pour préparer, la TPE, la régionale, qui va me faire du lardon en barquette PVC et qui me dit, si je veux passer en mono PET, ça me fait minimum 3 ans de profit que je dois réinvestir dans une ligne. C'est hyper compliqué pour moi, donc ça va prendre du temps. Et puis
Donc ça, je veux bien, je pense qu'il y a toute une logique d'accompagnement de comment on en sort. Mais voilà, moi je suis une entreprise privée, donc je peux que dissuader, dire attention, alerte. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que vous mettez à la place d'un décideur politique, d'un député, d'un ministre, bah lui il se dit mais pourquoi ça bouge pas plus vite? Comment on peut encore avoir des emballages PVC alors qu'on sait que depuis 2012 qu'il faut en sortir? Et donc il légifère. Et donc on se prend des choses qu'on ne maîtrise pas, qui disent stop. Alors attendez, et donc, pour reformuler la question, il y a encore beaucoup de complexes avec des barrières qui sont non recyclables. Alors, il y a des barrières qui permettent le recyclage. Par exemple, moi, le VOH dans le film PE, ça fonctionne. Voilà, par exemple. PVDC dans le PE, ça n'existe pas, mais ça ne fonctionnerait pas. Le PVDC sur le film PP, comme je ne sais pas encore comment je vais le recycler, j'en sais rien, typiquement. Donc, pour l'instant, je me dis, bon, ça me limite les possibilités d'en avoir. Mais en même temps, je ne veux pas vous engager à faire des investissements dingues là-dessus si à la fin je vous dis que ça marche. J'en sais rien, c'est trop tôt. Donc c'est vraiment ça. Et le PVDC, par exemple, sur un opercule de barquette, comme souvent je ne recycle pas l'opercule, moins d'impact. Donc vraiment, il faut regarder. Sur le PE, vraiment un problème. On regarde au cas par cas en fait, là où ça pose problème et là où il faut le substituer. Et est-ce qu'il y a un substitut d'ailleurs? Parfois, il n'y a pas. Pour trouver les bonnes solutions. Et oui, il y a encore des emballages avec une feuille d'alu à l'intérieur, il y a des emballages avec du PVC à l'intérieur qui me posent problème. Et il faut les prendre par la main et les accompagner pour en sortir. Après, on a cité parfois la bascule n'est pas facile. Hein. On a cité la barquette de viande là. Si je suis en PET j'étais en PVC operculé, je peux passer à la limite en PET PE. Mais alors passer sur une barquette de jambon en mono PET avec l'opercule qui flotte, la recocotrep, c'est coton à faire. Hein. C'est encore techniquement difficile. Donc il y a encore un peu de PVC forcément. Il y a des boîtes qui attendent que la solution soit sur le marché pour basculer. Nouvelle question. Bonjour, j'ai une double question en fait. La première, c'est vous parliez de l'opercule PET sur une barquette PET. Qu'en est-il quand l'opercule, vous la parliez Claire tout à l'heure, quand elle est imprimée? Et la deuxième question, c'était sur le recyclage chimique. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Ok. Donc aujourd'hui, PET operculé, je ne recycle pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est les règles pour que demain on puisse les recycler. La règle qu'on avait, comme on est impliqué dans tous les projets de recyclage de barquettes operculées en Europe, on travaille avec des Italiens, des Néerlandais, des Français, on suit tout ça de très près, on leur envoie des camions pour tester nos déchets, voir concrètement ce qui se passe chez eux. Pendant longtemps, on s'est dit la seule solution, c'est de l'opercule qui flotte. C'est ce qu'on a poussé. Là, on trouve une solution cette année si on rajoute une machine chez le recycleur, qui n'existe pas, mais chez le futur recycleur, je sauve le mono PET non imprimé. Donc PET clair, PET non imprimé sur PET clair. Ou PET imprimé sur PET coloré. Tiens, oups, une nouvelle option. Ou, tiens, PET clair, mais avec une étiquette collée qui se lave, avec une colle lavable. Tiens, encore une autre option qui s'ouvre grâce à ce PET. Donc voilà. Par contre, PET, vous avez raison, PET clair avec opercule imprimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les deux sont du PET, donc l'usine de recyclage elle va avoir beaucoup de mal à différencier les deux, et donc je vais flinguer ma qualité de recyclé RPET à la fin. Et donc ça, oui, le recyclage chimique, ça peut marcher, en mécanique, ça ne marchera pas. Maintenant, chimique, il y a beaucoup de startups qui grossissent, qui lèvent des fonds. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a des annonces encore dernièrement là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, créer une usine de recyclage mécanique, on parle d'environ 20 millions d'euros. Créer une usine de recyclage chimique, là, les dernières annonces qu'il y a aux États-Unis, ils sont en centaines de millions d'euros. Donc c'est juste ça, il y a un vrai intérêt parce que ça permet de traiter beaucoup plus de déchets, de revenir au contact alimentaire plus facilement, plus pur. Ça coûte très cher, donc ça avance doucement. Et le gros sujet, c'est que les chimistes qui bossent là-dessus, ils regardent nos gisements de déchets et quand on leur dit tiens, moi j'ai 10 000 tonnes à vous envoyer, ils nous disent 10 000 tonnes, mais moi je construis des usines qui font 1 million. Hein. Donc il y a aussi cette culture de la chimie de se dire attendez, pour le recyclage, pour sauver mon business des matières premières, il va falloir que je devienne recycleur sur des petites quantités qui vont grossir dans le temps, mais au démarrage en tout cas des petites. Et donc là, sur le PET, il y a les plus avancés sont dans le nord de l'Italie et aux Pays-Bas, en Europe. C'est là que ça avance le plus vite.
on fait encore notre possible pour attirer en France, ou pour Carbios, qui est français, le développer en France, ou faire venir un loop qui aux États-Unis se développe bien, enfin au Canada et aux États-Unis, et qu'on pourrait faire venir en France également, ou polystyrène sur le polystyrène. Voilà, donc on est en contact avec ces gens-là, on essaie de faire déclencher l'industrialisation, mais il n'y a pas une brique d'usine qui est posée. Il faut vraiment se dire ça. C'est complexe. Bah ouais, c'est un sujet complexe. Et vous avez peut-être encore des questions. Oui, je vous rejoins. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que c'était très intéressant. Merci pour la présentation. Merci. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais pour nous, industriels, en tout cas, c'est parfois difficile d'avoir des informations claires. Donc, merci. Et ma question est la suivante. Aujourd'hui, j'utilise des emballages en PP pour des emballages à usage unique. Donc, ce qui veut dire qu'en 2025, il va falloir que je m'en sépare pour du recyclable, à minima. Qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui, puisqu'on n'a pas la réponse claire sur est-ce que ce sera effectivement recyclable à horizon 2025. Nous, il faut que sur nos lignes, on puisse anticiper le switch et les transformations et les investissements qui vont avec. Donc, comment, en tant qu'industriel, on doit prendre les annonces pour 2025 ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je comprends souple PP, ça va pour la salle. Souple PP, parce que rigide, on a déjà la filière. Ah oui, bien sûr. Donc, comme j'ai dit au début, 2025, c'est tendre vers. L'interdiction, c'est 2030. Ça, déjà, c'est important. C'est-à-dire que la loi précise bien que c'est 2030 l'interdiction et que vous serez sanctionné en 2030. 2025, ce serait bien de tendre vers. Et c'est justement tout ce travail-là qu'on enclenche avec notamment avec vous, avec la grande distribution, de se dire collectivement, l'industrie, il faut qu'on arrête de s'éparpiller, de mettre des objectifs à 2023, 2024, 2025, 2027. Il faut essayer de se dire, attendez, cette filière PP, elle a vraiment du sens, nous on en est persuadés chez Citeo, mais elle n'existe nulle part dans le monde, donc il y a des raisons qu'elle n'existe pas. Et donc il va falloir un peu de temps pour qu'elle voie le jour. Et il y a des progrès, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Total et il y a, si je ne dis pas de bêtises, Lyondell, Basel, qui ont annoncé des investissements importants dans du recyclage chimique des films PP à moyen terme. Reste au centre de tri de produire ces flux, reste à s'assurer qu'ils investissent vraiment, parce que c'est des annonces, mais en tout cas, il y a des annonces, il y a du mouvement. Donc nous, on y croit. 2025, c'est une date qui est chaude pour le PP, parce qu'on part de rien en termes de centre de tri comme de recycleur. En fait, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Citeo aujourd'hui, c'est de se dire, il y a certains PP où on peut basculer vers du PE, et ça vous assure une certaine sécurité. Si vous êtes capable de le faire, notamment grâce au MDO, ça vous dormez tranquille, ça y est, j'ai basculé, et je coche une case qui existe déjà. Il y a d'autres produits qui n'existent pas. La pasteurisation, par exemple, je ne sais pas encore faire en PE. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc là, pour moi, la vraie solution, la bonne solution, c'est de se dire, je fais du PP, je reste en PP, mais par contre, je deviens acteur du recyclage. Alors peut-être que moi, mon entreprise n'est pas assez grosse pour être acteur du recyclage, être recycleur, mais comment je peux déclencher cet électrochoc pour que la filière se rassemble et se dise, mutuellement, on va créer quelque chose, on va créer cette filière, on va accélérer les choses. Enfin, c'est l'exemple que je citais sur les bouteilles. C'est des gens qui, initialement, c'est des metteurs en marché, c'est des fabricants d'emballage qui ont déclenché. Et là, on est vraiment dans cette histoire du collectif, de comment on déclenche. Est-ce que c'est via Citeo ? Est-ce que c'est via un fonds d'invest ? On peut imaginer plein de choses. Mais il va falloir que, fabricants d'emballage, metteurs en marché, on se dise, attendez, je ne peux plus subir, je ne peux plus attendre que quelqu'un d'autre fasse. Maintenant, il faut qu'on se fasse un plan B où on déclenche cet investissement. Et je vous ai donné des chiffres. Enfin, 20 millions d'euros d'une usine de recyclage, c'est rien du tout par rapport à vous tous sortir du PET operculé, sortir du PS et sortir du PP. Là, on chiffre en plusieurs milliards d'euros. Donc, il y a vraiment un décalage là, et pourtant, ça n'investit pas. Donc voilà, c'est ma vraie bonne solution, c'est de se dire, ok, comment j'arrive à impliquer ma direction, parce que souvent c'est une décision qui va être prise au niveau de la direction de votre entreprise, pour dire, c'est stratégique pour vous de jouer un petit rôle dans cet investissement de l'usine de recyclage. Une autre question. Oui, bonjour, on va rester dans le PP, mais cette fois rigide, avec les solutions intégrées avec une étiquette IML, donc In-Mood Label, donc avec une seule passe, avec un cycle de vie qui est plutôt favorable. On est en monomatériaux.
barquette PP, couvercle PP avec un email en PP, monomatériaux 100% recyclable, même si c'est dans une filière, on va dire, industrielle et pas réintégration dans l'alimentaire. Et quelle est votre position, y compris sur le PS, barquette PS, IML PS, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle est un peu la position sur cette technologie qui est assez favorable dans cet esprit-là et en même temps est très économique? Alors, l'IML, moi aujourd'hui j'aime bien, parce que ça m'évite la colle et j'ai la même matière. Donc ça me facilite le recyclage finalement du PP ou demain du PS. Là où, par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est par exemple sur le PP, le PS c'est trop tôt, mais sur le PP, il y a un nombre croissant de pays qui sont en train de faire, comme dans le PET, un flux PP clair et un flux PP coloré. PP clair, c'est pas pour retourner à l'alimentaire aujourd'hui, on n'y arrive pas, mais ça permet de le recolorer de la couleur que je veux. Ne serait-ce que ça débloque une quantité de marché incroyable. C'est ça qui crée de la valeur et c'est pour ça que les recycleurs font cette séparation par couleur. Et donc forcément, demain, en France, quand cette filière PP clair va émerger, parce que je ne crois pas qu'on fera différemment des autres à long terme, forcément, il y aura un PP clair qui vaudra beaucoup d'argent et PP IML ou PP teinté dans la masse qui, lui, vaudra un peu moins. Les deux seront recyclés, ça ne changera rien au fait que ça sera recyclé, mais on aura ce décalage à un moment donné qui va se créer entre PP clair et PP imprimé, coloré. Aujourd'hui, ça n'existe pas et c'est pas dit que ça existe d'ici 2-3 ans. Donc pour l'instant, ça reste une très bonne solution, moi que je continue d'encourager fortement. Et puis même dans le long terme, ça restera recyclable quoi qu'il se passe. Ce sera juste des questions de valeur. Donc la question reviendra un peu plus tard et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui pensent avec des IML mais avec la couche imprimée qui s'enlève. Pour justement garder l'IML mais pouvoir s'intégrer dans cette filière claire. Donc déjà l'innovation est en train de prendre le pas pour entrer dans cette future filière claire quand elle verra le jour. J'espère que Vincent Collard a répondu à votre question. Est-ce que vous avez... Oui. Merci. J'ai une question. Déjà, début de question s'est été posé. Est-ce que vous voyez l'avenir derrière bioplastique, l'emballage bioplastique? Alors, déjà, définition de bioplastique. Est-ce qu'on parle de biosourcé? Est-ce qu'on parle de compostable? Est-ce qu'on parle des deux? Bon, on peut adresser globalement. Des deux, plutôt. Compostable, j'en ai parlé. La France n'a pas une volonté forte de faire une filière de compostage industriel qui accepte de l'emballage. Clairement, le gouvernement français n'y va pas. Donc du coup, et puis les analyses de cycle de vie ne sont pas très bonnes. Quand j'ai la solution recyclable, la solution compostable est moins bonne d'un point de vue environnemental. C'est pour ça aussi que les pouvoirs publics n'y vont pas. Et du coup, là, ça va marcher uniquement quand j'ai beaucoup de restes alimentaires à l'intérieur. Comme ça cadre le sujet de compostable. Alors, il y a toujours ce Graal qu'on ne va pas fermer la porte de l'emballage qui se composte en moins d'une semaine dans la nature. Ça, si ça nous sauve le déchet sauvage, on le prendra. Aujourd'hui, le matériau n'existe pas. Donc, typiquement, chez Citeo, on a encore des projets sur le PHA. Et le PHA, c'est des réflexions. On travaille avec l'Agence spatiale européenne. C'est plutôt pour Mars, la Lune, mais ça nous permet de continuer à travailler sur le PHA et de voir jusqu'où on peut aller. Parce que sur la Lune ou sur Mars, ce sera intéressant comme matériau. Sur biosourcé, bien sûr biosourcé, je pense que, moi, ce que j'entends de mes clients, c'est que 2025, on tend vers 100% recyclable. Alors, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas sur tout, ça va traîner jusqu'à 2030, mais c'est la priorité 2025. Biosourcé, c'est la priorité 2030. Sourcer autrement, on va le dire autrement. Parce que le recyclé et le biosourcé sont un peu mis au même endroit. C'est sortir du fossile, 2030. Et donc là, on trouve des choses hyper intéressantes. Il y a maintenant du PE fabriqué en Europe biosourcé, via système mass balance, mais quand même c'est fait à partir de bois, c'est intéressant. C'est la brique Candia qui a gagné tant de prix. Donc là, ils vont utiliser du bois pour faire du plastique, faire du nafta et on refait du plastique, c'est hyper intéressant. Même pas une ressource alimentaire. C'est l'annonce de L'Oréal et de Total dernièrement où ils ont utilisé de l'oxyde de carbone qui sort des usines, des fumées d'acierie, et ils en ont refait des bouteilles PE pour la cosmétique. Hyper intéressant. Le plastique, au lieu d'utiliser du pétrole et du gaz qui réchauffent la planète, en fait, je viens apporter une solution au réchauffement climatique en captant ces fumées. Hyper intéressant. Donc oui, ça va continuer d'émerger, et oui, il y a une demande, et ça va que augmenter petit à petit. Là. On le voit, et biosourcé, c'est la prochaine étape. Enfin, biosourcé et intégration de recyclé, du coup, les deux en parallèle.
C'est toute une logistique, ces questions, avec le Covid. Ah oui, c'est ça, exactement. Je remets le masque, j'enlève le masque. Je vous écoute. Bonjour, déjà merci pour votre intervention, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des réponses à des questions qu'on se pose depuis longtemps. Ma question est concernant le biocomposite. Aujourd'hui, on a beaucoup de donneurs d'ordre qui nous demandent du biocomposite, c'est-à-dire un bioplastique contenant du liège, du bois, du lin ou alors même des algues. Quelle est votre position par rapport à ça ? Du coup, alors, déjà, en dehors de ma position, loi AGEC interdit 2030, sauf si la filière existe. Et comme je l'ai dit, la filière, elle n'existera pas sans vous. Donc les gens qui vont vers cette direction-là doivent s'impliquer dans la création d'une filière from scratch, quoi. On part de zéro, parce qu'il n'y a personne d'autre qui bosse dessus. Donc ça, c'est la loi. Et en même temps, du coup, on a encore 10 ans pour développer ça. D'un point de vue environnemental, ça se regarde au cas par cas. D'un point de vue recyclabilité, ça ne m'aide pas, mais ça ne perturbe pas les autres. Donc si c'est ça une direction qu'on prend, pour des questions d'intérêt de la matière première, on vient de parler de compostage, là il y a moins d'intérêt, vu la stratégie de la France. Si on parle, sauf retournement de situation, mais en termes d'intérêt, si on fait une analyse de cycle de vie, qu'on voit que c'est intéressant, faut se lancer dans cette création de filière qui n'est pas facile, avoir un tonnage suffisant. Je ne vais pas créer une filière pour 10 000 tonnes, personne n'investira pour ça. Donc, on se met une difficulté supplémentaire, on va dire ça comme ça, pour y arriver. Là, j'ai un gros développement en ce moment, le cellophane, parce que j'entends parler beaucoup de projets de cellophane, parce que ce n'est pas un plastique au sens de la loi. Ça vient d'être acté la semaine dernière, notamment pour les fruits et légumes en dessous d'1,5 kg, qui était interdit en plastique. Oups, comment je fais un filet pour 3 gousses d'ail sans plastique? Oups, cellophane sauvé. Cellophane, pas de filière de recyclage, donc ok, je bascule maintenant, faut bien que je calcule, parce qu'en 2030, interdit à nouveau. Ou sinon, je me bouge pour le recycler. La dernière question, s'il y en a une. On a eu beaucoup de questions, d'ailleurs. Gros succès. La dernière. Puis si ça vous intéresse, on a un stand Citeo dans le hall 9. Si vous avez d'autres questions que vous voulez passer après, ou s'il y a des sujets qui sont confidentiels, que vous ne voulez pas parler devant tout le monde, n'hésitez pas, vous pouvez passer au stand. Oui, bonjour. Vous le dites, il y a eu des changements la semaine dernière par rapport à certains composants, et notamment la cellulose. Exactement. Est-ce que, à court terme, ok, on peut l'utiliser, mais est-ce qu'il y a un risque que d'ici 2030, il y ait d'autres changements? C'est acté. 2030 interdit. D'accord. Sauf filière de recyclage qui émerge. D'accord, ok. Et aujourd'hui, la loi AGEC, il y a une deadline pour les fruits et légumes qui est le 1er janvier 2022, pour laquelle le décret n'est toujours pas sorti. Oui. Au niveau des industriels, on a à peine 6 mois pour mettre en place les choses. Il y a encore des zones floues dans le décret. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable pour nous? Parce que sinon, ça veut dire qu'on va avoir un nombre d'UVC important qui ne pourront pas être conduits sur 2022. Il faut bien comprendre dans l'esprit du législateur qu'en interdisant le plastique, il a imaginé que tout passerait en vrac. Il n'imagine même pas que ça bascule en carton. C'est vraiment une vraie méconnaissance du sujet, quoi. Ils se sont dit, et on le lit dans les textes, on supprime le plastique, du coup ça passe en vrac. Et non, il y a un enjeu d'avoir de l'emballage sur un certain nombre de produits. Et donc, il y a ce décret qui doit préciser à quel moment on met de l'emballage et on ne le met pas, notamment pour éviter le gaspillage alimentaire. On n'a pas envie... c'est ce qui nous anime quand même, au-delà de faire un emballage recyclable, de réduire le poids de 1 gramme de plastique ou de carton, c'est quand même que pas gaspiller l'aliment qui est dedans. C'est ça le vrai enjeu. Et donc ça, aujourd'hui, il ne l'a pas vraiment touché du doigt, les ministères, les députés, quand ils ont fait ces textes. Donc oui, ils sont en retard sur les textes. Ils sont en retard sur beaucoup de textes d'ailleurs. Et ça met une pression dingue. Ça m'étonne que je n'ai pas eu la question, mais la question du marquage aujourd'hui, c'est 50 questions par jour chez Citeo. Quand est-ce qu'on aura le nouveau marquage recyclable par cyclable à trier? C'est soumis à un décret qui n'arrive toujours pas à être publié par l'État, qui nous contraint de ne pas sortir notre marquage. Mais voilà, et donc les fruits et légumes, oui, on va être sur un temps très court. On attend que le décret précise les zones floues. Et en tout cas, voilà, on sait qu'à court terme, le basculement vers un carton sans plastique ou vers les celluloses régénérées, donc le cellophane principalement, pour l'emballage, échappe à l'interdiction en 2022 pour, max 10 ans.
max 9 ans même maintenant. Donc voilà, donc c'est tous ces enjeux-là. On voit bien que c'est pas très concerté. On a des nouvelles infos qui tombent la semaine dernière, qui ouvrent des portes qui étaient fermées, mais voilà, qui peuvent tout aussi bien les fermer. Donc c'est le flou juridique surtout qui pose problème. Le premier message de l'industrie aujourd'hui, de vos instances au niveau français, c'est de dire, et européen, c'est de dire stop. Vous avez fait un cadre, maintenant laissez-nous bosser. 2030, 100% cyclable, vous nous demandez du réemploi, vous nous demandez de la réduction. Laissez-nous bosser. Le cadre est là, maintenant on bosse. Arrêtez de changer les règles tous les 4 matins. Voilà, c'était la dernière question. Avant de vous lever, on va saluer celles et ceux qui nous regardent du côté de mycefia.com sur cette édition présentielle de ce CEFIA 2021. Il mérite, je crois, quelques applaudissements. Vincent Collard, ingénieur éco-conception Citeo, tous les emballages recyclables en 2030. On vous souhaite surtout bon courage parce que je pense qu'il en faut là. C'est une période un peu complexe pour vous. Sachez que dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle à l'industrie agile. Prochaine conférence ici en direct du CEFIA édition 2021. À tout de suite.